Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question bien sûr de la Lamborghini Revuelto qui est stationnée à côté de la Grosse Brune. Je pense pas que c'est arrivé souvent dans l'histoire d'automobile que ces deux modèles de voitures se rencontrent, mais enfin, on va jaser de cette Lamborghini qui est fantastique, modèle 2025. Il sera aussi question de Tesla, du futur Nissan Xterra et de la Kia PV5 que j'ai pu conduire la semaine dernière du côté de la Corée. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle voiture Fiat utilisait une technologie japonaise qui a été commercialisée dans les dernières années? Bien évidemment, c'est la 124 Spider, une décapotable qui était directement dérivée de la Mazda MX-5. On empruntait l'essentiel de la structure des éléments techniques et mécaniques de la Mazda MX-5, sauf qu'on utilisait un moteur Fiat, le moteur multi-air 1,4 litres turbo qui faisait 160 ou 164 chevaux, donc un peu plus de puissance en comparaison avec la MX-5 de l'époque qui était à 155. Et évidemment, bien, on avait recarrossé la voiture pour lui donner un look plus italien, un peu plus costaud. Il s'en est fabriqué un peu plus de 41 000 unités à travers le monde, mais sur le marché canadien, 1565 unités seulement ont trouvé preneur sur une période d'un peu plus de 5 ans. Elle a été fabriquée pour les années modèles de 2017 à 2020, mais on a étiré ses ventes jusqu'en début 2022 sur le marché canadien parce qu'il restait encore des modèles neufs non vendus. Alors, cette voiture-là, 1565 unités ont été immatriculées sur le marché canadien. Bon, évidemment, je vous parle de la Lamborghini qui est ici, une voiture que j'ai la chance de conduire pour quelques jours, une voiture qui fait 1001 chevaux de puissance et on sait que Lamborghini est passé à l'ère de l'électrification comme plusieurs autres constructeurs de véhicules exotiques. Chez Ferrari, c'est le cas, sauf que Ferrari a réduit la taille de ses cylindrées, fait souvent appel désormais à des moteurs à 6 cylindres turbo-compressés, alors qu'ici, c'est une autre formule. On a 3 moteurs électriques, un sur chaque roue à l'avant, un à l'arrière qui travaille de pair avec une transmission double embrayage à 8 rapports, mais on a toujours un moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres qui à lui seul fait plus de 840 chevaux, puissance maximale combinée à 1001 chevaux pour un 0-100 km/h en 2,5 secondes, un 0-200 km/h en 7 secondes tout juste et une vitesse de pointe de 350 km/h. C'est une voiture qui vient remplacer, évidemment, on le sait, la Lamborghini Aventador qui a été là pendant très longtemps. Une voiture qui m'avait un peu déçu parce qu'inconfortable, pas facile à conduire, pas particulièrement impressionnante au niveau de sa dynamique de conduite, une fusée d'accélération certes, mais il y avait des voitures beaucoup plus dociles et beaucoup plus agiles que la Lamborghini Aventador. Et celle-ci vient reprendre le flambeau. Vous n'avez pas idée à quel point c'est une voiture plus convivial à conduire que l'Aventador. Bon, on gagne 28 mm en dégagement à la tête, 84 mm au niveau des jambes, donc c'est beaucoup plus facile de s'y installer, de se glisser à bord, d'en ressortir, mais c'est une voiture qui, par ses différents modes de conduite, par sa suspension pilotée, permet justement d'avoir une conduite au quotidien beaucoup plus facile et de gagner en performance lorsqu'on l'amène sur la piste, comme j'ai pu faire sur le circuit de Mécaglis pendant quelques minutes, histoire d'aller tester le véhicule. Évidemment que je n'ai pas poussé la bagnole à sa limite parce que pour atteindre 350 km/h, ça prend des longues lignes droites que le circuit de Mécaglis ne permet pas, mais ça m'a quand même permis de découvrir à quel point cette voiture-là avait, par exemple, un système de vectorisation du couple qui est fantastique. La voiture mord au bitume comme c'est pas possible. On a l'impression d'une voiture propulsée, même si c'est un modèle à 4 roues motrices. Et le chant du moteur V12 est irremplaçable. Il n'y a pas une voiture au monde qui peut se vanter en ce moment d'avoir une sonorité aussi exaltante que celle-là. Bon, évidemment, c'est très sonore, c'est très bruyant et c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir un mode électrique sur la voiture est un avantage parce que vous allez sortir du garage à domicile
vous ne réveillerez pas tout le voisinage avec votre véhicule. Vous avez 8 à 10 km d'autonomie électrique sur cette voiture-là, après quoi, vous tombez en mode régulier et la voiture se recharge d'elle-même. Donc, essentiellement, une fois que vous avez épuisé l'énergie électrique de la batterie, vous pouvez recharger la voiture en roulant via le moteur V12 qui va vous permettre de répéter l'exercice maintes et maintes fois si vous avez plusieurs trajets à faire dans une même journée. Alors, c'est quand même assez génial. Bon, ce qui est moins génial, c'est évidemment la facture, mais avant de vous parler de ça, vous mentionnez qu'on recharge la voiture sous le capot ici à l'avant. Il suffit de soulever le capot et vous allez retrouver ici la prise de recharge pour l'alimenter. Il suffit ensuite de venir appuyer le capot. Il y a un loquet qu'on peut déplier pour laisser passer le câble. Évidemment que vous pouvez le faire à l'extérieur, mais la majorité des gens qui possèdent ce genre de voiture-là, pour ne pas dire la totalité, ont un garage pour pouvoir la brancher à l'intérieur. Alors, ce n'est pas nécessairement un enjeu que d'avoir la prise sous le capot, je pense, et ça permet justement de conserver des lignes qui sont plus fluides parce que je dois admettre que cette Lamborghini-là, sur le plan esthétique, est totalement réussie. C'est très voyant dans cette couleur-là, bien sûr, mais c'est une voiture qui, au niveau des lignes, est franchement réussie. Et j'ai très hâte, évidemment, de voir l'évolution des modèles Revuelto au fil des années parce qu'on lancera forcément des versions équivalentes à la Aventador SVJ, par exemple, qui a été vendue en dernier et qui était un monstre esthétique. Qu'est-ce qu'on en fera de cette voiture-là? Très hâte de voir ce qui adviendra de la voiture. Mais pour le moment, il y a une version, évidemment, de la Revuelto. Elle fait 1001 chevaux et croyez-moi, c'est tout un bolide. Mais comme je vous le disais, ça vient avec une facture qui est conséquente. Le véhicule qui est ici, en incluant la taxe de luxe, coûte 931 000 canadiens. Vous ajoutez les taxes à tout ça et il faut signer un chèque de 1 070 000 pour l'acquérir. Évidemment, la majorité des acheteurs qui vont vouloir se procurer un véhicule comme celui-là vont opter pour des plans de location maison via leur concessionnaire Lamborghini parce que c'est souvent sur le plan fiscal la meilleure façon de se procurer un véhicule comme celui-là. Et quand on a 1 million de dollars dans les poches, on veut le faire fructifier et c'est certainement pas en le dépensant sur une voiture que ce million-là va faire des petits. Alors, une voiture qui est fantastique, qui n'est pas pour toutes les bourses, vous l'aurez compris, mais qui est quand même phénoménale au niveau de son comportement routier, surtout si on la compare à l'ancienne Aventador. Et quelle est la rivale de cette voiture-là? C'est clairement la Ferrari SF90XX qu'on vend actuellement, qui possède aussi une motorisation hybride rechargeable qui produit à peu près le même genre de puissance, mais qui est une voiture qui est victime d'une forte dépréciation. Donc, moins d'intérêt de la part des amateurs de Ferrari. Et j'ai l'impression que du côté de chez Lamborghini, parce qu'on a encore un moteur V12 atmosphérique, cette voiture-là va continuer de demeurer un joyau, une voiture qui va donc conserver sa valeur, une valeur qui, comme vous l'avez vu, est extrêmement élevée. Bon, maintenant, on passe du côté de chez Tesla. Tesla, on le sait, a des problèmes en ce moment à liquider ses véhicules parce qu'on n'est plus du tout compétitif face aux autres constructeurs qui proposent des électriques. Évidemment, on est victime des contre-tarifs ici au Canada, mais on a aussi des modèles qui sont plus coûteux. On est moins compétitif au niveau des plans de financement de location. Alors, on doit corriger le tir. Et ce qu'annonçait Tesla cette semaine, c'est l'arrivée de modèles d'entrée de gamme propulsés, autant pour la Model 3 que le Model Y. Des modèles qui vont coûter, du côté des États-Unis, on n'a pas encore les prix canadiens, mais du côté des États-Unis, ils vont coûter 5 500 et 5 000 de moins respectivement, la Model 3 et la Model Y. Vitesse de charge réduite à 225 kW, puissance à 300 chevaux. Alors, on simplifie un peu le produit. Batterie à 69,5 kWh. Alors, c'est un petit peu plus petit, un petit peu plus simpliste comme formule, mais ça permettra à plusieurs acheteurs de se procurer des Tesla à moindre coût. Et je pense que si ces produits-là arrivent chez nous avec un prix plus compétitif, les ventes de Tesla vont recommencer à grimper parce qu'en ce moment, on n'est plus du tout dans le coup, malheureusement. Et pourtant, jamais les Tesla n'ont été des voitures aussi convaincantes parce que la qualité des modèles 3 et des modèles Y
est supérieur à tout ce qu'on a vu dans le passé. Rapidement, je vous parle du Nissan Xterra 2028. C'est ce qu'a annoncé ou officialisé le président de Nissan, Christian Meunier, qui nous avait mentionné vouloir ramener le Nissan Xterra sur le marché, mais là, on l'a officialisé. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ce véhicule-là viendra rivaliser, bien sûr, avec les Jeep Wrangler, les Toyota 4Runner, ce genre de produits-là, et sera doté d'un moteur à 6 cylindres avec hybridation. Donc, pas question d'arriver avec une motorisation électrique pour le Xterra. Ce n'est pas dans les plans. Ça ne sera pas non plus un hybride rechargeable. Visiblement, on amène un moteur à 6 cylindres. Il sera assisté d'un moteur électrique. Je pense que ça sera le meilleur des mondes. Parce qu'évidemment, dans ce genre de véhicule-là, ce qu'on veut avoir, c'est une instantanéité au niveau du couple. Et c'est souvent la faiblesse des moteurs atmosphériques, c'est que la réaction à l'accélération n'est pas immédiate et on manque de couple à bas régime, ce qu'un moteur électrique va permettre d'aller chercher. Donc, très, très hâte de voir quelle sera la configuration de ce Nissan Xterra. Est-ce qu'on utilisera, par exemple, le châssis de l'actuel Nissan Frontier auquel on adaptera une nouvelle motorisation? Et est-ce que le futur Nissan Frontier aura aussi droit à une telle motorisation? Bon, on aura certainement une réponse au cours des prochaines années, mais c'est confirmé, Nissan va ramener un Xterra sur le marché nord-américain et ce sera un produit d'abord destiné au marché nord-américain, développé pour le marché nord-américain, comme c'est le cas évidemment avec le Toyota 4Runner. Bon, évidemment aussi avec les Wrangler, les Bronco, qui sont des véhicules maison, si on peut s'exprimer ainsi. Je vous parle maintenant de la Kia PV5 que j'ai pu conduire du côté de la Corée du Sud la semaine dernière. Un fourgon à vocation commerciale, évidemment, qu'on commercialisera ici dès la fin de l'année prochaine, dont la taille se compare à celle de l'ancien Ford Transit Connect qu'on vendait ici. Bon, évidemment, tous ces fourgons compacts sont disparus du marché parce qu'ils sont fabriqués du côté de l'Europe désormais et qu'il y a cette fameuse chicken tax aux États-Unis de 25 sur les fourgons commerciaux. Mais parce que le PV5 est fabriqué du côté de l'Asie, on ne pourra pas le commercialiser du côté des États-Unis, mais il sera offert sur le marché canadien et ce sera évidemment un véhicule 100% électrique avec une batterie de 71,2 kWh, ce qui sur papier nous donnerait une autonomie de 356 km. Cela étant dit, après l'avoir conduit pendant 215 km, j'avais encore 246 km d'autonomie affichée. Alors, très hâte de voir quel sera le résultat final de ce véhicule-là en termes de rendement chez nous sur les routes du Québec. Mais ma moyenne de consommation avoisinait les 15 kWh par 100 km. Il faut dire que ce fourgon-là a un coefficient aérodynamique de 0,29, ce qui pour un fourgon commercial est exceptionnel. Et ça se conduit très, très bien. C'est drôlement plus amusant à conduire que tout ce qu'on a vendu comme fourgon compact ou pleine grandeur chez nous en Amérique du Nord. Un véhicule qui se faufile partout en ville. Ça sera génial pour des compagnies de livraison qui ont besoin de faire de la courte distance, qui jouent dans des zones urbaines la majorité du temps. L'autonomie sera plus que suffisante, probablement même en hiver. Et bien évidemment, on pourra ravitailler le véhicule le soir venu pour qu'il soit prêt ou pleinement chargé pour le lendemain. Fait que ça sera un véhicule vraiment intéressant, je pense. Il n'y a pas de compétition à ce véhicule-là. On n'a pas encore les prix, évidemment, mais j'estime une facture qui va débuter quelque part autour des 50 à 55 000 et on pourra ajouter quelques options. Malheureusement, on n'aura pas droit à la version passager qui, elle, sera vendue à l'international. Ça aurait été intéressant de l'avoir, mais il aurait fallu, de la part de Kia Canada, refaire un processus complet pour l'homologation d'un modèle passager, alors Kia a décidé d'être prudent et d'arriver d'abord avec un modèle à vocation commerciale. On dit chez Kia Canada ne pas vouloir se tirer dans le pied et donc venir concurrencer un modèle qu'on vend déjà qui est la Kia Carnival, mais je ne pense pas que ce soit la même clientèle. La Carnival, c'est un modèle plus traditionnel d'approche avec un moteur V6 ou un 4 cylindres avec motorisation hybride. C'est beaucoup plus nord-américain comme formule que la PV5 qui a une vocation tout autre et c'est un véhicule qui aurait cet avantage évidemment de pouvoir être très pratique pour
pour ceux qui ont besoin d'utiliser, par exemple, une chaise roulante. C'est un véhicule dont le niveau du plancher est très bas, très facile d'accès, beaucoup d'espace, plus de 4000 litres de volume utilitaire pour le modèle qu'on aura ici. Et Kia commercialisera aussi à l'international un modèle à toit surélevé qui ne semble pas venir chez nous en Amérique du Nord, mais qui sait si on ne pourrait pas changer d'avis après 1 an ou 2 de commercialisation. Alors, un produit qui est voué au succès selon moi, et ça sera donc un modèle 2026 vendu du côté de la Corée. Chez nous, ça sera 1 an plus tard. En terminant, question de la semaine, hormis la Mazda MX-5, nommez-moi un roadster japonais qui était vendu sur le marché nord-américain en 2000. Réponse la semaine prochaine.